Bernanos, à droite, il ne l'aimait pas beaucoup à partir du moment où il s'est mis à écrire Les grands cimetières sous la lune et à dire des choses sur justement la pauvreté, sur rappeler les bourgeois à la préférence pour la pauvreté qu'il y avait dans le christianisme, dont censément ils se reconnaissaient. Ça, c'est une vieille ancienne qu'on a bien vu chez beaucoup de moralistes chrétiens, c'est d'aller redire à la bourgeoisie à quel point Jésus détestait les marchands du temple, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Baguette et Musette. Aujourd'hui, pour cette chronique littéraire, nous nous attaquons à un gros morceau de la littérature française, Georges Bernanos, avec son ouvrage La France contre les robots. La France contre les robots est un essai politique du romancier qui sous certains aspects donnerait un coup de vieux aux écrits de George Orwell, avant même que ce dernier ne publie en 1948 le roman 1984. Si la lecture d'Orwell a été prophétique en de nombreux points en termes de dystopie, la France devrait mettre à l'honneur sa référence en la matière, qui est, à n'en point douter, Georges Bernanos. Pour mieux comprendre les écrits et le positionnement de l'auteur, nous vous invitons à vous intéresser à sa biographie. Néanmoins, il est bon de prendre en compte le fait qu'il ait combattu dans les tranchées durant 14-18, qu'il a fait partie des canots du roi de l'Action française avec laquelle il va rompre dans les années 30, et qu'il a écrit une vive critique du franquisme et du fascisme alors qu'il était en Espagne durant la guerre civile. Sa tête sera mise à prix par Franco, il s'exilera donc au Brésil en 1937, cet endroit même où il écrira La France contre les robots. Dans cet ouvrage de 1947, il apparaît clairement que Bernanos est un auteur qui a les idées bien rangées et ordonnées, ce qui rend sa lisibilité aisée. Il a un positionnement politique souvent singulier et se garde de tout clivage stérile. Il va à l'essentiel. C'est un chercheur de vérité. Pierre-Louis Basse, qui préface son livre, écrit « Avec Bernanos, on gagne du temps, tout en étant tristement convaincu d'en avoir déjà trop perdu. D'une main de fer, il domine tout, et dans un gant de velours, il nous donne la souplesse de choisir. C'est notre dernière chance. Au moins l'enfer, nous en serons responsables. » Cet enfer, c'est celui de la méga-machine qui avale toutes les sociétés traditionnelles. Cette chronique littéraire aura pour but, comme toujours, de vous donner l'envie de lire le livre, qui est un incontournable de la bibliothèque du militant nationaliste. L'ouvrage commence sur la nature révolutionnaire de la nation française. Cela peut sonner drôle dans la bouche d'un auteur qui s'est pendant longtemps revendiqué du royalisme, et pourtant, Bernanos est lucide. La France est révolutionnaire. La révolution est ici dressée comme une rupture et un absolu. La révolution en tant que telle n'est face à un constat réaliste, celui qu'un régime qui se détériore ne pourra s'améliorer avec des réformes et que ce dernier évoluera sans aucun doute vers une dictature si on n'en renverse pas la table. Bernanos estime qu'une révolution est nécessaire pour le simple fait que le système n'évolue déjà plus à son époque et qu'il ne fait que s'organiser pour garantir sa survie, légiférant de plus en plus pour encadrer la vie des hommes. Rappelons ici que Bernanos écrit depuis le Brésil au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il ne parle pas ici du régime politique français en particulier, mais plutôt de cette espèce de dictature molle qui s'est installée avec la victoire des États-Unis et avec la chute des idéologies comme le national-socialisme ou le fascisme. Au final, l'URSS, selon lui, n'a pas moins profité du capitalisme que ses adversaires. Elle n'y a joué que le rôle d'un parlementaire qui s'y oppose, tout en profitant du paradigme qu'a instauré ce dernier, c'est-à-dire l'avènement de la technique comme fin et non plus comme moyen pour servir l'homme. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. On pourrait croire que Bernanos exprime ici un anticapitalisme adolescent et révolté. Que les lecteurs se trompent. Comme toujours, il remonte aux racines et exprime mieux sa pensée. Il se moque bien que ce monde s'intitule capitaliste ou socialiste. Ce qui le frappe en revanche, c'est que notre monde a adopté une conception matérialiste de l'homme, qu'importe le versant du spectre politique. L'homme n'est donc plus considéré comme un animal religieux, mais comme un animal économique. Ainsi, il est soumis au règne de la quantité, du grand nombre, des masses, au point de devenir un pion parmi des milliards, pour enfin finir comme du matériel.
Et c'est cette anthropologie qui est à la base du système, bien plus que des considérations politiques de façade. Tout cela aurait commencé, selon Bernanos, à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, où il n'apparaissait pas incohérent à des contremaîtres protestants de faire travailler à la baguette durant 16 heures par jour des enfants de 12 ans, tout en se couchant avec la Bible sous l'oreiller. Le bon Dieu pouvant bien leur témoigner sa bénédiction en les faisant riches. Cette conception du travail est encore la nôtre, bien qu'elle soit devenue athée. Si aujourd'hui la main-d'œuvre est ménagée physiquement, il ne reste pas moins que la spéculation fera de ces travailleurs des chômeurs ou de la chair à canon, selon le cours de la bourse. En effet, il n'a pas fallu attendre 2021 pour que le gaspillage existe. Si dès 1947 on détruisait des tonnes de marchandises pour maintenir les coûts élevés, pourquoi se serait-on privé de sacrifier des milliers d'hommes dans des charniers pour des intérêts économiques ? Au vu des sacrifices des 2 guerres mondiales où la France, particulièrement pendant la première, a servi de grain à moudre en attendant que d'autres nations ne s'engagent, Bernanos estime que les Français sont quittes à reprendre à la démocratie qui les a sacrifiés les idées qui lui ont été volées pour les refondre et les répandre à travers le monde avec une plus juste retranscription. Ces idées, ce sont celles de la Révolution française, qui, selon Bernanos, ont été défigurées cyniquement. À la soi-disant tradition de la démocratie, Bernanos veut y opposer la tradition de la liberté à la française. Cela est très singulier pour un auteur de tradition royaliste comme Bernanos, mais ce dernier pense bel et bien que 1789 est une occasion manquée par les Français de s'unir sous la bannière de la liberté. Les Français sont le peuple des barricades et de l'histoire insurgée, d'un idéal qui leur remue les tripes, à contrario des anglo-saxons, légalistes et attachés aux institutions, qui pensent que ces dernières les ont fait libres et non l'inverse. Le système nous aurait déjà quelque peu formaté dans ce sens. En effet, le mot liberté peut sonner à l'oreille de certains comme une espèce de couille fantaisiste, à contrario du mot ordre, qui pourrait rappeler des institutions protectrices et sécurisantes. Et pourtant, le mot liberté sonnait bien différemment dans les oreilles d'un Français il y a quelques siècles. Pour exprimer ce sentiment, Bernanos va prendre un exemple criant de clarté, celui des petits bourgeois français qui refusaient entre les années 20 et les années 30 le prélèvement obligatoire des empreintes digitales. Ces petits bourgeois avaient-ils peur de se salir les doigts ? Non, certainement pas. C'était en réalité un inconscient bien français qui se réveillait là, celui de refuser de sacrifier sa liberté au nom d'un progrès technique. Car en effet, le relevé obligatoire d'empreintes digitales autrefois réservé aux criminels et élargi à la population avait permis dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre de retrouver en un temps record des criminels. Or, le français présentait qu'une arme si perfectionnée aux mains de l'État ne resterait pas si longtemps inoffensive pour les simples citoyens qui tôt ou tard se verraient affabulés du nom de terroristes, de criminels ou de citoyens dangereux pour une pensée peu favorable à l'idéologie, au régime ou aux dirigeants qui les représentent. Cette considération, peut-être inconsciente des Français de l'époque, fait réfléchir quant à la surveillance de masse que nous subissons via nos appareils, nos écrans, plus encore en cette période d'absurdité sanitaire. Aussi, Bernanos écrit-il à propos de ce possible asservissement, aujourd'hui accepté: le jour n'est pas loin peut-être où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'État jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ses innombrables contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue, à la fesse, comme le bétail ? L'épuration des malpensants, si chère au régime totalitaire, en serait grandement facilitée. Bernanos déplore également la confusion aujourd'hui actée entre l'État et la patrie, qui pendant longtemps ont été bien distincts. Aussi, le jour où la conscription fut votée en 1798, c'est-à-dire la réquisition de tout homme valide assez jeune dans les rangs de l'armée pour un service militaire, c'est selon Bernanos un changement de paradigme, puisque le roi de France, quand bien même il l'aurait voulu, se serait heurté à toutes les libertés provinciales et tous les particularismes locaux avant de pouvoir faire voter une telle loi. Ces particularismes et ces libertés régionalisées étaient précisément ce qu'on qualifiait autrefois de patrie, c'est-à-dire la terre des pères avec tous ses acquis et tous ses héritages très localisés. Voici une définition plus juste de la patrie selon Bernanos, car on n'enlèvera jamais à cet auteur
la beauté de sa plume. Je suis la liberté des Français, leur héritage, leur maison, le refuge, le foyer. Ils m'ont appelé d'un nom qui évoque d'abord à l'oreille le mot de paternité, mais ils en ont fait ce mot féminin, parce qu'ils pensent naturellement à moi comme à leur mère, lorsqu'ils brutalisent de leurs petites mains de leur bouche avide et sifflante, le beau sein mûr qui les nourrit. Non, il ne me déplaît pas du tout que leur amour soit violent et égoïste. Certes, je crois que beaucoup d'entre eux donneraient leur vie pour ma défense, mais je ne l'exigerai pas. L'idée seule d'une telle exigence est cruelle et sacrilège. Je vous défends d'exiger quoi que ce soit de pareil en mon nom. Et d'ailleurs, à quel titre l'exigeriez-vous ? Certainement pas au nom de l'autorité paternelle, car l'État est un régisseur, un administrateur, un intendant. Et s'il pousse plus loin ses avantages, il peut devenir un tyran, ou même un dieu, jamais un père. Devenez un tyran si vous voulez, moi, je reste une mère. C'est pourquoi Bernanos espère voir les armées s'emplir de jeunes volontaires, plutôt que de conscrits. Mais peut-être qu'à une époque où la population française était encore assez homogène, cela pouvait-il paraître plus idéal. Dans tous les cas, ce qui est critiqué ici, ce n'est pas le caractère civique de l'armée, mais encore une fois, l'étouffement du français dans la masse au nom d'une structure, comme un grain parmi des millions, sous les rouages d'une machine à moudre. Aussi, l'État un jour enveloppera tout, tel un gestionnaire absolu. Il raisonnera en termes quantitatifs et économiques, et gérera la guerre ou toute activité de cette manière, au point où la patrie et son appellation même disparaîtront. Tous deviendront égaux devant la loi, une loi injuste et centralisée avec les conséquences que cela impliquera, sans plus aucun intermédiaire pour défendre les hommes contre celle-ci. Ces intermédiaires qui existaient autrefois comme de 13 parlements régionaux au cœur du royaume, qui prévalaient bien souvent sur les décisions qu'elles soient municipales, seigneuriales, ecclésiastiques ou royales. La rivalité entre le roi et les parlements, ce véritable jeu sur lequel les sujets savaient compter tantôt penchant pour l'un, tantôt pour l'autre, faisait toute la vertu du régime. La doxa, qui veut nous faire croire que la monarchie était une tyrannie, veut cacher le fait que le royaume était en réalité hérissé de liberté, et que chaque ville, chaque village, était à sa manière une capitale avec ses corps intermédiaires, liant le plus humble au plus puissant, avec tout un tas de contre-pouvoirs. En quoi l'homme de 1789 aurait-il donc voulu se dresser contre ces libertés ? En réalité, ce que nous dit Bernanos, c'est que le mouvement de 1789 est un mouvement qui a une foi religieuse dans l'homme, et non pas dans les masses et dans l'économie, comme une révolution marxiste. L'homme de 1789 n'est pas un homme qui se révolte contre la misère. Non, bien au contraire, c'est un homme qui espère, après avoir vu les incroyables progrès de son temps, l'avènement d'une société nouvelle, bâtie sur la toute grandeur du passé. De la même manière, l'homme de 1789, même de basse condition, n'était pas cet ignare que l'on pourrait penser. Il était même relativement instruit. Ne reprochait-on pas, chez les bourgeois, le fait que le bas clergé instruisait trop les masses, rendant leur direction plus difficile ? Ainsi, la Révolution n'a pas été l'affaire de quelques prétendues lumières qui en initièrent l'idée. Non, elle a été portée pendant 10 siècles dans les entrailles de la France. L'homme de la Révolution est, selon Bernanos, l'homme trop optimiste qui veut établir la cité de Dieu sur terre. Le mouvement de 1789 est en réalité une exaltation de la liberté à la française qui était depuis plusieurs siècles une tradition, qui va se transformer malheureusement en révolution manquée aboutissant à la terreur de 1793. Une usurpation bourgeoise et idéologique. Cette même idéologie bourgeoise qui a sacrifié un peuple dans la boue des tranchées, un peuple qui durant 4 ans a fait de la mort son métier et des sacrifices son quotidien, pour ensuite le mépriser en le muselant dans son traumatisme. La patrie, durant cette guerre, a définitivement été remplacée par un symbolisme militaire, un drapeau tricolore déchiré et en sang. Voilà ce qu'elle était devenue pour les soldats, rien de plus, alors qu'elle fut pour nos aïeux pendant des siècles, le ruisseau qui s'écoulait au fond du jardin, la petite chapelle sur la colline avoisinant la maison, les chants et les danses transmises par les anciens. Pour Bernanos, c'était ça le fascisme en germe que l'on trouvait dans cette nouvelle conception de la patrie, et qui avait désormais tout d'une statolatrie, c'est-à-dire le culte de l'État, plutôt que l'amour de la terre de ses pères. Le culte de l'État, et non plus de la France,
car de la France de toujours on avait dépossédé les soldats en leur expliquant que les siècles précédant la Révolution étaient ceux du servage et de la misère crasse, et le XIXe siècle ne leur avait pas non plus donné un visage plus clément de la France, en exploitant les enfants dans les mines et les femmes dans les usines. Ils étaient à présent désabusés, ces soldats de retour du front, en voyant l'arrière qui s'était dégradé durant leur absence, vendre la France à des hommes d'affaires américains. La guerre elle-même avait changé de visage, et avait changé leur visage. Elle ne faisait plus des héros et des individualités, mais des hommes happés au milieu de la violence totale, les faisant agir mécaniquement pour écouter et reconnaître tel type d'obus, pour sauter méthodiquement d'un cratère boueux à l'autre, pour survivre et espérer atteindre d'autres cratères, et ceci sans distinction de classe. Le monde moderne a spécialisé les hommes comme des insectes, faisant d'eux l'appendice de machines qui leur servaient autrefois d'outils pour évoluer. Après avoir étudié le monde d'hier avec Bernanos, voyons sa lecture du monde de demain. Mais avant cela, pause musicale. À ces générations baisées au nom des flux économiques, envoyés crever par milliers dans la boue de tranchées merdiques. À tous ces vaillants jeunes gens qui pour une poignée de vieux cons sont allés clamser à 20 ans à Verdun ou à Tournon. À ces existences bousillées, à toutes ces familles détruites pour sauvegarder les intérêts de la machine capitaliste. À la mémoire aussi de ceux qui tombèrent au petit matin sous les mécanismes ingénieux du charmant docteur Guillotin, jeune fougueux idéaliste. À l'exécution capitale, car leur soupir trop nihiliste faisait trembler l'ordre moral, victime de la bourgeoisie et de la bonne conscience française, celle qui a acclamé Vichy en 45 tourner sa veste. Tourner sa veste. Aux victimes des dictatures et à celles des démocraties, tout gouvernant est une ordure, tout gouvernement est pourri. À la mémoire de tous nos potes et à celle des inconnus qui ne connurent aucun despote et qu'on a sommairement abattu. À la mémoire de tous ceux qui n'ont plus que nous pour le dire, car étendu même tant que un jour aussi on doit les suivre. Ceux qui sont tombés sous les balles de la Gestapo, de la Tchéka, en Ukraine ou à Stalingrad, au Mediv ou à Treblinka. À ceux qui se sont effondrés sous les projets des miradors, la gueule dans les barbelés, une rafale pour passeport. Aucune page de l'histoire qui ne dégouline de sang, dès qu'un homme atteint le pouvoir, il ne peut virer que tyran. Toujours soit beau, soit faux cul, la ponte humaine est carnassière. Et toujours l'individu est victime de l'humanité entière. S'il a pas une balle dans le vide, elle est de panard dans la tombe. L'homme est en salopard putride, l'homme est en salopard immonde. Tous les paysages se ressemblent, l'île merdique, banlieue pourrie. Et les hommes aussi, tous ensemble, sont égaux dans l'ignominie. L'ignominie. Dans cette deuxième partie d'émission. Parlons à présent du monde de demain. Bernanos se défend bien de toute bigoterie pour ce qui a déjà eu lieu. Il aime profondément le passé pour justement ne pas être passéiste. Il pense que la lutte contre la machinerie qui envahit le monde et qui fera le monde de demain est loin d'être une question d'homme passéiste contre homme progressiste, sinon celle de deux conceptions, celle de l'homme comme être spirituel
contre celle de l'homme comme matériel. L'homme d'aujourd'hui, et même de l'époque de Bernanos, n'est pas prêt à écouter ce à quoi la machinerie le prépare, à quelle société elle aboutira. Car ce dernier, selon lui, n'a tiré aucune leçon de 1914. Il n'en tirera aucune de 1940. Son seul désir est d'aller de plus en plus vite, grisé par la vitesse, sans même savoir où le mènera sa trajectoire, quand bien même ce serait un mur. Ainsi peut-on lire cet extrait emblématique du livre. Allez vite, mais allez où? Comme cela vous importe peu, imbécile. Dans le moment même où vous lisez ces deux mots, allez vite, j'ai beau vous traiter d'imbécile, vous ne me suivez plus. Déjà votre regard vacille, prend l'expression vague et têtue de l'enfant vicieux pressé de retourner à sa rêverie solitaire. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagore et le dîner à San Francisco, vous vous rendez compte? Oh, dans la prochaine inévitable guerre, les temps que lance-flammes pourront cracher leurs jets à 2000 mètres au lieu de 50, le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors de leur orbite, chiens que vous êtes, la paix venue, vous recommencerez à vous féliciter du progrès mécanique. Paris-Marseille en un quart d'heure, c'est formidable, car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi, imbécile? Hélas, c'est vous que vous fuyez. Vous vous fuyez vous-même. Chacun de vous se fuit soi-même, comme s'il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Hélas, la liberté n'est pourtant qu'en vous, imbécile. La machinerie, c'est-à-dire l'évolution permanente de la technique au point que cette dernière devienne une fin et non plus un moyen au service de l'homme, et la propagation des machines, est chez certains une évolution inévitable de l'homme. Bernanos montre que d'autres conceptions sont envisageables, comme celle de la considérer comme un point de rupture, une perte d'équilibre chez l'homme. Chacune de ces machines accroît évidemment la capacité de l'homme dans le bien, mais également dans le mal, et c'est cela qu'on oublie souvent de nos jours. La machine a beau être neutre, son usage ne l'est jamais réellement, et les conséquences sont quant à elles décuplées. Les machines, ou les robots, malgré leur neutralité théorique, sont en réalité des machines à spéculer. Or, il y a toujours plus plu aux hommes de spéculer sur leurs vices que sur leurs vertus, car ces derniers sont bien souvent beaucoup plus rentables. Et la cupidité est en elle-même le moteur de beaucoup de choses. Ainsi, lorsque le marchand pense que la machine pacifiera le monde, l'ouvrier remplacé par cette dernière peut sincèrement en douter, lorsqu'il voit le cynisme avec lequel il a été licencié pour lui laisser place. Comme le dit Bernanos, le jour où la superproduction menacera d'étouffer la spéculation sous le poids sans cesse accru des marchandises invendables, vos machines à fabriquer deviendront des machines à tuer. Voilà ce qu'il est très facile de prévoir. Car oui, le monde de la machinerie est le monde du crime anonyme, ce qui le rend de plus en plus facile à commettre. Là où les injustices de l'ancien monde concernaient des individus qui pouvaient être pris par le remords de les avoir commises, et donc se repentir en voyant le prix de leurs actes, la société de demain, et même celle d'aujourd'hui, est celle qui se mesure à la vitesse des turbines des machines, et non plus à la vitesse du battement du cœur de l'homme. Aussi, une injustice peut-elle être commise par des machines à des milliers de kilomètres des victimes, qui peuvent être nombreuses, et bien vite oubliées, car noyées dans le flot rapide de la vie qui s'est accéléré. Pour mieux décrire ce sentiment, Bernanos montre que la liste des interdits n'avait guère varié pendant plusieurs millénaires, et qu'en l'espace de 50 ans, elle se soit réduite à rien. Aussi, vous auriez dit aux soldats de 1870 que dans moins d'un siècle on lâcherait des bombes de 10 tonnes sur les villes, ils vous auraient répondu que cela n'était pas possible, et que ce sont des choses qui ne se font pas. Autrement dit, que c'était une atrocité que l'homme ne pouvait se sentir capable de faire. Et pourtant, cela révolte-t-il l'homme de la fin du XXe siècle? De la même manière, vous auriez demandé à un mercenaire de la guerre de 100 ans qui avait l'habitude de s'adonner au pillage, aux incendies et aux exactions en tout genre, s'il se sentait capable de tuer une dizaine de personnes. Il vous aurait assurément répondu que oui. En revanche, des milliers de personnes, c'est moins sûr. Et pourtant, c'est ce que fait le pilote de bombardier, bon père de famille,
saillant en uniforme et propre sur lui, sans que cela ne le révolte plus que ça grâce à l'intermédiaire de la machine. Ainsi, le pilote qui n'a pas les mains et le visage recouverts du sang de ses victimes, tout en ayant fait bien plus de victimes en passant dessus d'une ville, aura certainement moins de remords une fois la page de la guerre tournée qu'un mercenaire. Vous rétorquerez sans doute, comme l'anticipe Bernanos, que le pilote ne fait qu'obéir aux ordres, comme tout soldat l'a fait de tout temps. Et pourtant, le chevalier ne faisait-il pas les vœux individuels d'éviter tout acte belliqueux qui ne serait pas nécessaire à un plus grand bien ? Aussi, la guerre n'est plus un art, elle est devenue une science, une entreprise économique demandant rendement et rentabilité. Ce n'est donc pas forcément le nombre de victimes qui doit nous faire désespérer de l'avenir, mais le fait que les cas de conscience individuelle disparaissent à la vitesse où les machines se propagent. Cette propagation des machines explique bien des évolutions de nos mœurs selon Bernanos. À ceux qui s'étonnent que la langue française, autrefois langue employée dans toutes les cours européennes, ne soit plus sollicitée internationalement de nos jours, Bernanos rétorque que l'anglais est bien plus adapté pour la rationalité des machines, qui ne sont bonnes qu'à l'efficience, et que le français est quant à lui une œuvre d'art. La civilisation des machines est en effet la civilisation de la quantité, opposée à celle de la qualité. Le nombre aura raison de nous, puisqu'une société dominée par la force crée des révoltés et des individualités fortes qui peuvent renverser la table, alors qu'une société dominée par le nombre ne donne que des individualités interchangeables au gré des besoins et reconnaissables par la surveillance généralisée. Comment le nombre en est venu à s'installer ? Tout simplement par la préférence des choses matérielles aux choses spirituelles, le matériel favorisant l'argent et l'argent choisissant le nombre, car il est toujours plus facile d'acheter en gros qu'au détail. À ces constats, on répond toujours selon Bernanos, et alors quoi, vous voulez revenir en arrière ? La question n'est au final pas celle de la marche arrière, mais celle du changement de direction dans la marche en avant. Vers où aller à présent ? C'est précisément la question, car ce monde ne sait pas par nature où il va. Bernanos constate la maladie de la société, cependant il n'est pas chirurgien. Il ne sait pas quelle opération réaliser, ni même si cette dernière est encore possible. Il la sait juste nécessaire. Il faut absolument changer de direction dans la marche en avant. Car les indépendances entre les pays et la mondialisation font elles-mêmes réagir le monde comme une machine, avec le risque que celle-ci ne s'emballe au moindre dysfonctionnement. Les sociétés organiques ont laissé place à des sociétés mécaniques, défigurées, où les enfants se font déjà dicter leur profession au gré des besoins de la technique, un peu comme les castes du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le monde de demain n'aura qu'un seul ennemi, l'homme qui ne fait pas comme tout le monde, ou encore l'homme qui a du temps à perdre, ou plus simplement, si vous voulez, l'homme qui croit à autre chose qu'à la technique. C'est sur ce trait d'esprit que conclut Bernanos. Ce qui l'effraie le plus, ce ne sont pas les machines à tuer, mais bien les machines à bourrer le crâne, qui font déjà et qui feront de la population des êtres résignés, n'ayant plus que des réactions aux tripes ou à fleur de peau, et non plus à l'âme. Car oui, la résistance au monde des machines sera résolument spirituelle. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure. Pour la civilisation des machines, tout contemplatif est un embusqué. Seule la vie intérieure donne aux hommes une conscience à même de remettre en question le sens de ce monde. Voici donc la conclusion de Bernanos et qui sera aussi la nôtre. Obéissance et irresponsabilité. Voilà les deux mots magiques qui ouvriront demain le paradis de la civilisation des machines. La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes. La France refuse d'entrer dans le paradis des robots.